Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente des Commissions des Affaires sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Donc, dans le cadre de la niche parlementaire, l'Union pour Mouvement Populaire nous présente aujourd'hui une proposition de loi concernant la simplification et le développement du travail, de la formation et de l'emploi. J'aimerais tout d'abord revenir sur l'exposé des motifs de votre proposition de loi. Vous nous affirmez que grâce à la précédente majorité, le pays aurait mieux résisté que ses voisins européens à la crise financière et économique de 2008. Sincèrement, j'aimerais tellement qu'il en fût ainsi, ça nous aurait évité les difficultés dans lesquelles nous sommes engagés. Voilà. Au-delà de cette remarque, dans votre texte, il y a bien évidemment des propositions qui méritent d'être étudiées et peut-être d'être mises en œuvre. Ainsi, la volonté de simplifier le bulletin de paie, je vous l'accorde. Le bulletin de paie actuel comporte beaucoup trop de lignes, et ça a été dit et répété déjà. C'est donc une proposition intéressante, mais vous serez d'accord avec moi, plus de forme que de fond qui nous est présenté ainsi. Comme le disait si bien Voltaire, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Simplification est d'ailleurs engagée par ce gouvernement. Et bien sûr, il faut continuer d'avancer, il faut continuer d'aller plus loin, Monsieur le Ministre, sans remettre pour autant en cause les fondements du droit des salariés. Par contre, nous ne sommes pas opposés, je pense que vous l'avez déjà exprimé, sur la réflexion sur les seuils salariaux, à partir du moment où on maintient la volonté de dialogue dans l'entreprise. Toutefois, au-delà de ces aspects, je reparlerai tout à l'heure de l'apprentissage. Si cette présente proposition de loi comporte certains points, comme je viens de les évoquer, force est de constater que l'un de ses principaux objectifs est de revenir sur les 35 heures avec l'article 2 et sur les dispositions relatives au temps de durée minimale de 24 heures contenu dans l'article 5 de ce projet de loi. Vous le savez, les radicaux ont le sens du dialogue. Et donc, nous avons bien étudié cette proposition de loi. Toutefois, notre groupe, qui a voté la loi sur la sécurisation de l'emploi en 2013, ainsi que la loi sur les stages et la démocratie sociale le début de cette année, eh bien, depuis de longues années durant lesquelles vous avez exercé les responsabilités, pourquoi ne l'avez-vous pas fait quand vous étiez aux affaires? Et j'y reviendrai tout à l'heure. La disposition concernant la durée minimale fixée à 24 heures était contenue dans l'article 8 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Cet article a mis donc fin à ce que l'on appelait le temps partiel subi et a instauré une majoration des heures complémentaires. Même si vous le contestez, c'est un nouveau droit pour les salariés. Pour nous, c'est une avancée réelle et par conséquent, nous rejetons les dispositions contenues dans l'article 5 de votre proposition de loi. Vous proposez à l'article 14 de rendre obligatoire la présence de salariés et de chefs d'entreprise dans les collèges et les lycées, alors que leur présence est actuellement facultative. Si une présence des représentants du monde du travail peut effectivement être une bonne idée dans les lycées, je doute que rendre leur présence obligatoire dans les collèges soit pertinent. Nous reconnaissons qu'il faut rapprocher le monde du travail des salariés et des employeurs du monde éducatif. C'est important, mais il semble que la simple présence facultative qui est actuellement en place est suffisante. D'ailleurs, aujourd'hui, certaines entreprises n'hésitent pas elles-mêmes à tisser des partenariats avec les collèges. Et en tant que maire de Château-Thierry, j'ai eu le plaisir d'accueillir Madame la ministre de l'Éducation venir dans une entreprise, l'entreprise GEA pour laquelle je reparlerai tout à l'heure, avec une classe de 3e. Donc, autre point qui nous interpelle, les dispositions de l'article 24 ne nous satisfont aucunement puisque ce dernier abroge la limitation des stagiaires en entreprise, ce qui va rendre encore plus difficile les terrains de stage déjà insuffisants.
Nous avons eu de longs débats à ce sujet lors des travaux concernant la proposition de loi concernant les stages et nous rejetons donc avec force cette proposition. Si certaines entreprises, notamment les petites entreprises spécialisées dans l'innovation, recrutent et forment un grand nombre d'apprentis, en effet, ces derniers sont là pour se former à un métier, à un savoir-faire et gagner en compétences avec tout ce que peut offrir une entreprise. Certes, la formation d'un jeune ne produit peut-être pas un gain immédiat pour l'entreprise, mais l'un des objectifs de l'entreprise, au-delà de dégager des marges, pour lesquelles nous sommes très sensibles, n'est-il pas aussi de fabriquer une plus-value humaine, un épanouissement? C'est à mon sens par là que passe également le rayonnement de l'entreprise. Et je souscris les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Une entreprise, c'est aussi et d'abord les salariés. Alors oui, la formation d'un jeune est un investissement pour l'avenir. Mais si personne ne peut remettre en cause la plus-value incontestable que représente une période de stage dans la formation des étudiants, tant pour découvrir le monde du travail que pour construire son projet d'orientation, que pour favoriser leur future insertion professionnelle, la pratique a toutefois révélé des dérives, même si la plupart des chefs d'entreprise respectent bien cette volonté, en détournant la vocation première du stage, être un outil au service de la formation de l'étudiant dans son cursus pédagogique. Par conséquent, nous sommes pour une formation de qualité afin d'empêcher des emplois au rabais cachés par le statut de stagiaire. C'est pourquoi nous sommes fermement opposés aux dispositions que vous avez introduites dans cet article. Dans le même temps, vous expliquez dans l'exposé des motifs pour l'article 25 que les stagiaires ne sont pas des salariés et qu'ils ne doivent en aucun cas être considérés comme tels. C'est la raison pour laquelle vous proposez d'abroger les congés salariaux en faveur des stagiaires. Le groupe des radicaux de gauche et apparentés avait fait adopter, lors de nos travaux en commission et au sein de cet hémicycle, la possibilité pour les stagiaires de bénéficier des services de l'entreprise. En effet, nous avions obtenu en commission qu'ils soient inscrits systématiquement dans la convention pour les stages de plus de 2 mois. La possibilité pour le stagiaire de bénéficier de congés d'autorisation d'absence, vous comprendrez donc aisément que nous ne pouvons aucunement souscrire à de telles dispositions qui est un véritable recul social. Enfin, je voudrais aborder la question du serpent de mer concernant les 35 heures. Dès sa création, vous n'avez cessé de critiquer le système des 35 heures tout en n'agissant jamais pour les remettre en cause réellement au-delà des mots et des déclarations. Puisque déjà en 2002, Jacques Chirac lui-même ne souhaitait plus la fin du dispositif des 35 heures. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'économie, avait plaidé pour un système à 2 vitesses. 2 systèmes pouvaient cohabiter dans les entreprises, disait-il, un pour le salarié qui veut rester aux 35 heures, un pour celui qui souhaite travailler plus. En 2007 encore, pendant la première campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy n'a cessé de critiquer les 35 heures, en appelant à la revalorisation de la valeur travail, le fameux « travailler plus pour gagner plus », avec l'envie d'acter soit un détricotage je suis d'accord sur les heures supplémentaires, soit une suppression totale du dispositif. Mais pendant 10 ans de pouvoir, force est de constater, l'UMP n'est jamais passé à l'acte. Sur ce sujet comme sur d'autres, ce qui compte avant tout, c'est la discussion, c'est avec les partenaires sociaux, et c'est ce qui doit être favorisé. Et nous, c'est ce que nous privilégions au-delà des déclarations fracassantes. Donc, pour toutes ces raisons, et vous l'aurez compris, le groupe des radicaux de gauche ne votera pas cette proposition de loi, qui certes propose quelques avancées que j'ai rappelées tout à l'heure, mais qui est plus, comme l'ont dit mes collègues, un marqueur politique, un marqueur idéologique. Au-delà de cette remarque, je voudrais dire, Monsieur le ministre, je profite de votre présence pour attirer votre attention sur la défense des salariés qui sont engagés dans des grands groupes, 24 000 salariés, le groupe GEA, mais qui divise cette entreprise par segments. Et donc là, il y a un projet de délocalisation. Il faut savoir que les salariés de ce segment inférieur à 50 salariés ne peuvent pas bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc je souhaiterais attirer votre attention afin qu'on puisse vraiment être à l'offensive sur ce sujet pour améliorer le droit des salariés dans ce domaine. Donc, je voudrais dire pour conclure, il faut arrêter de s'opposer les uns aux autres. Travailler réellement à une société apaisée, plutôt que de toujours faire de l'idéologie. Je vous entends souvent faire cette remarque.
Là, nous avons l'occasion de faire ensemble. Alors, arrêtons cette opposition stérile et cette obstruction, comme c'était le cas hier soir dans cet hémicycle sur la transition énergétique. Oui, le chômage grandissant, la situation de la France, et pas seulement depuis 2 ans, regardons la réalité, nécessiterait que tous nous prenions conscience de la nécessité de travailler ensemble. Parce que, comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable « Le laboureur et ses enfants », le travail est un trésor et nous devons nous rapprocher pour le défendre.